Bonsoir. 1 an et demi de négociations pour parvenir ce soir à Bruxelles à un accord. La communauté européenne accepte d'ouvrir progressivement le marché des 12 aux voitures japonaises. Pendant 7 ans, les quotas d'importation seront maintenus. En l'an 2000, le marché sera ouvert. Explication Jean-Marc Pitt. Le 1er janvier 2000, les Japonais pourront exporter vers l'Europe toutes les voitures qu'ils voudront. Le troisième millénaire sera celui de la libre concurrence. Mais pour que les forces soient équilibrées, il faut à la communauté économique européenne une période de transition. Elle débutera le 1er janvier 1993, lorsque la CEE aura enfin réalisé son marché unique. Le chiffre des voitures japonaises entrées en Europe communautaire l'an dernier était de 1 250 000 unités. En 1999, elles ne pourront excéder celui de 1 230 000, avec respectivement 150 000 véhicules pour la France, 138 000 en Italie, 79 000 en Espagne, 23 000 au Portugal et 190 000 en Grande-Bretagne. Dès hier, les 12 étaient prêts à donner le feu vert à ce scénario. Ne manquait que l'accord de 2 des ambassadeurs. C'est du côté japonais qu'il subsistait une difficulté. Un responsable du ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie déclarait hier que le Japon ne pourrait accepter que ses voitures fabriquées dans des usines européennes, comme ici à Sunderland en Grande-Bretagne, soient soumises à un quota. Les 12 évoquent le chiffre d'1 200 000, mais ne tiennent pas particulièrement à l'inscrire noir sur blanc dans l'accord. La proposition des 12 sera très rapidement transmise au Japon. Les autorités nippones ne tarderont certainement pas à donner leur accord à un projet qui leur est malgré tout globalement favorable. Pour Jacques Calvet, le président du groupe PSA, cet accord représente un désastre. Il en rejette la responsabilité sur le président de la République. Jacques Calvet. Eh bien, il va se passer que nous aurons plus de chômeurs, et je ne crois pas que les chiffres qu'on a annoncés aujourd'hui, même pour le chômage en France, soient déjà particulièrement sympathiques. On va avoir une baisse de notre niveau de vie, on va avoir une perte de notre technologie, car les constructeurs japonais se feront suivre de leurs fournisseurs, comme ils l'ont fait aux États-Unis d'Amérique, et donc nous aurons une perte de notre souveraineté économique, et donc à terme de notre souveraineté politique. Qui est-ce qui, en France, sous la Ve République, prend des décisions d'une telle importance? C'est bien entendu le président de la République. Nouveau record pour le chômage en juin qui vient de franchir la barre des 2 700 000 demandeurs d'emploi. Par rapport au mois de mai, la France compte près de 32 000 chômeurs supplémentaires. Mais là où les choses se compliquent, c'est que pour la première fois, le ministère du Travail publie un deuxième indice du chômage avec des chiffres différents. Claude Guénaud. Les chiffres du chômage sont calculés chaque mois par l'ANPE qui comptabilise les demandeurs d'emploi. Selon ces statistiques, le marché du travail ne cesse de se dégrader. Sur un an, on compte plus de 200 000 chômeurs supplémentaires. En juin, ils ont été près de 32 000, ce qui porte le chômage à un niveau jamais atteint à 2 700 000. Mais depuis aujourd'hui, le ministre du Travail publie un deuxième indice basé sur les normes internationales et calculé par l'INSEE. Notre utilisation à nous, c'est d'essayer d'apprécier le chômage selon des normes reconnues internationalement, de façon à faciliter des comparaisons entre les différents pays. Par exemple, une personne qui a travaillé ne serait-ce une heure dans la semaine précédant notre enquête, cette personne, même si elle cherche par ailleurs un véritable emploi, n'est pas considérée comme chômeur. Résultat de cette différence de méthode pour comptabiliser le chômage, la France ne compterait que 2 300 000 chômeurs. On comprend l'intérêt du gouvernement à retenir le chiffre calculé selon les normes internationales qui font disparaître 400 000 chômeurs d'un coup des statistiques. Mais il court aussi le risque d'être accusé de casser le thermomètre sans pour autant faire baisser la fièvre. Quel que soit le mode de calcul, le gouvernement a cependant bien l'intention de renforcer les contrôles à la rentrée, convaincu qu'il y aurait de faux chômeurs à débusquer dans les fichiers. Les remous politiques de l'été, Brice Lalonde a des états d'âme. Il menace de démissionner s'il ne parvient pas à imposer une nouvelle taxe sur les décharges cette année. Deuxième coup de colère en 2 jours du ministre de l'Environnement, peu enclin visiblement à supporter les restrictions budgétaires. Jean-Baptiste Prédali. Brice Lalonde ou les difficultés d'un ministre de l'Environnement partant de vaches maigres. Ce matin, coup de colère dans le journal Les Échos, à la clé une menace, la démission si une taxe sur les déchets industriels n'est pas instaurée d'ici à la fin de l'année. Or, la fiscalité écologique n'est pas une priorité pour le gouvernement. Hier déjà, Brice Lalonde s'était opposé publiquement à l'armée et donc à Pierre Joxe
sur l'affaire des installations militaires construites en plein parc naturel de Camargue. 2 prises de position, 2 entorses au devoir de réserve des ministres et à la solidarité gouvernementale. L'opinion publique ne comprendrait pas que le ministre de l'Environnement ne dise pas carrément les choses. Hein. Il est là pour ça, le ministre de l'Environnement. Il est là pour ne pas être toujours d'accord avec ses collègues, c'est comme ça. Et un ministre de l'Environnement qui serait toujours le doigt sur la couture du pantalon serait un mauvais ministre de l'Environnement. Depuis 1 an, Brice Lalonde accumule les soucis. Un plan vert annoncé mais qui piétine, des crédits en panne, rigueur budgétaire oblige. Ces déboires expliquent ces coups d'éclat en plein été, au risque d'un rappel à l'ordre dès mercredi en Conseil des ministres. À l'étranger, les négociations pour la paix au Proche-Orient se poursuivent. Hosni Moubarak, en visite à Paris, aimerait qu'une conférence de paix se réunisse dans un proche avenir. Le président égyptien craint toutefois des reports liés aux élections américaines. Il était reçu par François Mitterrand cet après-midi. J'aurais espéré que la conférence se tienne demain. Si elle se réunit en octobre, ce serait excellent. Je crains qu'on ne glisse jusqu'en décembre et qu'on entre dans un jeu électoral israélien. Et puis viendra l'année des présidentielles américaines. Alors que James Baker est attendu une nouvelle fois à Jérusalem la semaine prochaine, le Premier ministre israélien se montre également empressé d'entamer les négociations de paix alors que Damas durcit sa position. Joël Hazard. Yitzhak Shamir change de ton. Intransigeant mardi soir, le Premier ministre israélien nuance aujourd'hui ses propos. Il veut négocier maintenant, trouver une solution avec la Syrie et la Jordanie, permettant, dit-il, une coexistence avec les Palestiniens. Il relance en fait la balle dans le camp syrien. Damas, à son tour, a haussé le ton hier soir. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Farouk El-Chareh, rappelant que la Syrie voulait la restitution de tous les territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, Cisjordanie, Gaza, Golan. Il a même affirmé que le président Bush était opposé à l'annexion d'un seul pouce du Golan. Le Golan, au nord-est d'Israël, syrien jusqu'à la guerre des 6 jours, constitue en effet la pierre d'achoppement dans toute perspective de dialogue israélo-syrien. Nous ne descendrons jamais des hauteurs du Golan, car la Syrie ne fera jamais la paix, ont répété des années durant les autorités israéliennes. La récupération du Golan, ce carrefour stratégique qui domine la Galilée, représente pour Damas une priorité. L'autre dossier litigieux, la question de la représentation palestinienne à la conférence de paix. Faisal Husseini, le responsable palestinien des territoires occupés, a affirmé que la participation de résidents de Jérusalem-Est à la conférence n'était pas négociable. La prochaine mission Baker en Israël risque d'être pour le moins difficile. Calme surprenant à Moscou pour le plénum du Parti communiste. 2e jour de débat et aucune critique des conservateurs à l'encontre de Mikhaïl Gorbatchev qui remporte aujourd'hui une belle victoire avec l'adoption de principes de son programme social-démocrate. Christine Lehéran. Incontestablement, Mikhaïl Gorbatchev a été le maître des débats. Le plénum, à une large majorité, s'est accordé à ouvrir la voie vers une social-démocratie version occidentale. La levée de bouclier des conservateurs, pourtant prévisible, n'a pas eu lieu. S'ils n'ont pas bougé, c'est qu'ils savent que sans Gorbatchev, encore secrétaire général pour un temps, ils ne sont plus rien. Pas de réaction, même s'ils estiment aussi que les nouvelles donnes conduisent à terme à la mort du parti. Le plénum se prononce donc pour des orientations qui abandonnent les grands principes originels du PC. Abandon de la lutte des classes, en revanche, essor de l'économie mixte et liberté de religion. Remise en question pure et simple du rôle du parti qui n'a plus à régir la société soviétique. Le programme, qui divise fermement les réformateurs et les conservateurs, n'a pas provoqué de scission du parti. Tout le monde attend maintenant le congrès extraordinaire, avancé au mois de novembre. C'est à ce moment que le texte définitif du programme doit être entériné. Les différentes tendances feront alors le bilan de leurs forces et décideront du maintien ou non de l'unité au sein du parti soviétique. Il y a 3 ans, jour pour jour, les accords de Matignon ouvraient l'ère de la réconciliation en Nouvelle-Calédonie. Si l'avenir reste incertain dans l'archipel, qui a accueilli aujourd'hui Louis Lepinsec, une chose est sûre, le dialogue est engagé entre le RPCR et les indépendantistes. Reportage de notre envoyé spécial Arlette Chabot. S'il existe un territoire où l'action de Michel Rocard n'est pas contestée, où son héritage est jugé totalement positif, c'est bien ici en Nouvelle-Calédonie.
3 ans après leur signature, les accords de Matignon ont démontré leur solidité. Et tout va si bien que chacun semble déjà redouter la grande échéance de 98, le référendum sur l'avenir de l'île. Jacques Lafleur, président du RPCR, a donc expliqué à Louis Le Pinsec son idée, la recherche des voies d'un consensus sur un futur statut qui éviterait l'affrontement électoral. Il faut se débarrasser des sources de conflit. Et si on imagine que les voix se répartissent, par exemple, à égalité, quelle est la formule? Qui est-ce qui aura réglé quoi que ce soit? Personne. Les indépendantistes du FLNKS ne sont pas hostiles à la démarche de Jacques Lafleur. S'ils ne renoncent pas à leurs revendications, ils sont au moins d'accord sur l'analyse. Je dis que le référendum ne résoudra pas le problème, quel que soit celui qui gagne. Et je crois que c'est le mérite des accords de Matignon d'avoir mis ensemble des gens qui ne peuvent pas s'entendre pour leur dire c'est à vous à faire votre avenir. Et je crois que nous sommes voués à travailler ensemble pour l'avenir de ce pays. Évidemment, la solution commune ne sera pas facile à trouver, mais le dialogue est engagé, ce qui en dit long sur l'évolution des esprits. Et une chose est sûre, à l'inverse de la métropole, ici en Nouvelle-Calédonie, on croit toujours aux vertus du consensus. Affaire Dioury, le Conseil d'État a enregistré ce soir l'appel du ministre de l'Intérieur, appel contre la décision du tribunal administratif de Paris. Le tribunal, je vous le rappelle, avait annulé la procédure d'urgence absolue qui avait amené à l'expulsion de Dioury. Narbonne, dans la crainte d'une 3e nuit de troubles à la Cité des Oliviers. Durant les 2 nuits précédentes, des affrontements ont opposé les fils de harkis aux forces de l'ordre. Le maire de Narbonne exprime son ras-le-bol ce soir. FR3 Montpellier. Lendemain de barricades dans la Cité des Oliviers. Le calme régnait ce matin, seules quelques traces sur la chaussée témoignaient des affrontements entre forces de l'ordre et fils de harkis. Pourtant, pendant plus de 5 heures la nuit dernière, jets de pierre et grenades lacrymogènes se sont succédés. Depuis 3 nuits, le harcèlement des forces de l'ordre par les harkis perturbe la vie de la cité. Pourtant, le climat entre les communautés ne semble pas s'être modifié. Ce sont des gens comme les autres. Et à mon avis, ils doivent avoir des raisons, mais j'avoue ignorer le véritable problème. On les laisse comme ça, ils vont en prendre comme ça. Hein. Sinon, nos jeunes, il va falloir qu'ils fassent pareil quand si jamais ils sont au chômage, les Européens. Beaucoup de gens ont eu peur, moi pas du tout. La Cité des Oliviers reste pourtant le théâtre d'affrontements violents entre CRS et jeunes harkis. Les autorités locales exigent le maintien de l'ordre public. Je lance un appel solennel à tout le monde, à ces garçons irresponsables et qui ont commis des actes délictueux, qu'ils s'arrêtent, à l'ensemble de mes concitoyens, qu'ils se maîtrisent encore pendant quelques jours, mais surtout aux responsables de l'ordre public. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut que ces actes injustifiables et délictueux s'arrêtent et soient sanctionnés. Sur le front des incendies, plusieurs points chauds dans le Var. 2 sinistres inquiètent particulièrement les pompiers ce soir. L'un près de Saint-Maximin, l'autre près de Villecroze, au nord-est de Brignoles. 600 hectares de bois ont déjà été parcourus. Le feu est attisé en ce moment même par le Mistral. En revanche, la situation s'est améliorée à Salerne. Vous allez le voir sur ces images. Et à Villecroze, au nord-est de Brignoles, les feux sont à présent en voie de règlement. Dans ce contexte, tout ce qui peut contribuer à lutter contre la progression des incendies retient bien sûr l'attention des soldats du feu. Ainsi, cette lance à incendie d'un nouveau type que les spécialistes appellent le turbocanon. Alain Chabot et Loïc Lemoigne sont allés le tester sur le terrain. Le voici, le fameux turbocanon, une espèce de gros aérosol monté sur camion. Ce nouveau type de lance à incendie fait appel à la brumisation. Une technique qui consiste à propulser l'eau sous forme de minuscules gouttelettes. Ce procédé, en théorie, permet de mieux éteindre le feu parce que la surface d'eau présentée à la flamme est ainsi considérablement augmentée. Si on prend 1 mètre cube d'eau utilisé avec une lance à eau classique, on va produire 60 mètres carrés de surface d'échange, alors que si, avec cet engin-là, on produit 600 000 mètres carrés de surface.
Ce turbocanon a déjà été utilisé au feu la saison dernière en Ardèche. Et cette année, les pompiers de Marignane qui participent à sa mise au point viennent de le tester sur son premier gros incendie, celui du Luberon, voici une semaine. On avait environ 200 ou 300 mètres de lisière en feu et il s'est très bien comporté. Dès le mois prochain, 5 exemplaires seront en action sur le terrain. Différents types d'utilisation seront expérimentés, soit en aspergeant directement les flammes, soit en noyant la végétation sous un nuage d'eau de manière à former un rideau anti-feu. Mais dans tous les cas de figure, le turbocanon restera un moyen complémentaire. C'est un moyen complémentaire, au même titre que les bombardiers d'eau, avions ou hélicoptères sont des moyens complémentaires des moyens au sol. Je pense qu'il faut considérer ça comme une troisième technique, une génération nouvelle de moyens d'extinction des feux. En tout cas, d'ici l'automne, on saura si le turbocanon est véritablement efficace. L'urgence médicale en vacances, elle effraie et pour cause. Qui ne connaît pas une anecdote sur le mauvais fonctionnement des services d'urgence dans les villes de vacances? L'inquiétude est-elle justifiée? Réponse de Jean-Pierre Quinson et Marie-Hélène Roqueton. Royan et ses environs sur la côte atlantique. 18 000 habitants l'hiver, près de 200 000 l'été. Cet afflux de population, tous les services locaux le subissent et particulièrement ceux chargés de gérer les urgences médicales. En première ligne, le centre hospitalier. C'est lui qui reçoit la quasi-totalité des urgences. Une trentaine de consultants l'hiver, 80 en moyenne l'été avec des pointes à 150. Pour faire face à cette situation, un renfort temporaire d'une douzaine d'infirmiers et de brancardiers, mais pas de médecins supplémentaires. Résultat, une attente qui peut varier de 30 minutes à 5 heures certains jours. Dans ce contexte, y a-t-il place pour l'erreur médicale? Je pense que les grosses urgences, il y a peu de risques puisque les gens sont formés, sont ici, sont présents pour les grosses urgences. S'il y a des risques d'erreur, c'est plutôt sur les petites urgences et la petite traumatologie. L'an prochain, Royan va bénéficier de 10 millions de francs pour moderniser son service des urgences. Mais il restera le problème du ramassage des blessés et des malades. Sur la voie publique, c'est le travail des pompiers. À domicile, celui des ambulances privées. Du fait du boom démographique de l'été, des retards préjudiciables peuvent se produire. Selon certains élus de station, ce qu'il faudrait, c'est développer des sortes de SAMU saisonniers. La solution idéale, ça serait d'obtenir la réalisation d'un SMUR estival. Si je comprends bien que pour les autorités de tutelle, c'est une structure qui coûte de l'argent, mais c'est quand même un outil indispensable si l'on veut que notre économie touristique puisse faire face à toutes ces obligations. Les pouvoirs publics ont déjà installé de telles structures dans quelques stations françaises. Une formule qu'ils vont multiplier. C'est vrai que les possibilités d'antennes de SMUR sont des possibilités que l'on développe et qui, à chaque fois que l'étude montre le besoin particulier de telle partie de la côte ou de tel endroit, nous le mettons en place. Des dispositions qui rassureront peut-être les Français. Selon un récent sondage, 60% d'entre eux redoutent d'avoir à être soignés pendant les vacances. En bref, à présent, les autres points forts de l'actualité en France, grâce aux images des stations régionales de l'A3. Commentaire Sabine Grandjean. Mise en liberté de 3 des auteurs présumés du hold-up de la Brinks par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse. Elle invoque des retards dans l'instruction du dossier. Il y a 3 ans, 12 millions de francs avaient été dérobés au cours d'un braquage dans un dépôt de la société de transport de fonds. Après 28 jours de grève de la faim, 4 chômeurs de la Ciotat suspendent leur mouvement. Cette décision résulte de la tenue hier d'une réunion de concertation sur l'avenir des chantiers navals. Les grévistes de la faim réclamaient leur réouverture. Les travaux sur le site de la très grande bibliothèque dans le 13e arrondissement de la capitale devraient s'arrêter dès demain matin. La mairie de Paris, propriétaire du terrain, a demandé à l'État de stopper les travaux. Elle invoque des raisons de sécurité. Une cinquantaine de familles privées de logement occupent le terrain du quai de la gare, situé juste à côté du chantier. La complice de l'ex-ennemi public numéro 1, arrêtée ce matin au cours d'un banal contrôle routier parce qu'elle roulait sans casque. Sylviane Vanecker avait tenté en 89 de faire évader par hélicoptère son ami Jacques Hiver. Il avait été condamné à 12 ans de prison pour l'enlèvement du patron des patrons, Michel Maury-Laribière.
Samedi rouge sur les routes de France pour le grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Ce soir, on compte déjà 11 km de bouchons à Lyon, au niveau du tunnel de Fourvière, et 4 km à Saint-Chamond dans la Loire. Demain, partez plutôt après 15 h et utilisez les itinéraires bis. La 20e étape du Tour de France cycliste entre Aix-les-Bains et Mâcon. Victoire aujourd'hui d'un soviétique pour la 2e journée consécutive. Indurain toujours en jaune à 48 heures de l'arrivée à Paris. Résumé de l'étape, Didier Balèze. Dernière occasion pour s'illustrer au moment des transferts. Dernier souvenir montagneux avec un col de 2e catégorie. Si certains ont le cœur à récupérer, d'autres, comme les Toshiba, essaient d'oublier leur déconvenue, jouant une possible victoire d'étape pour le sprinter Laurent Jalabert. Tous les coups sont permis, l'allure est très vive. À 40 km du but, 4 hommes s'échappent, Holmès, Sergent, Rodan, Idanov. Derrière, un groupe de chasse s'est formé avec 18 poursuivants, parmi eux Laurent, Lino, Cornillet. Les fuyards prendront respectivement 1:30 et 55 secondes d'avance. Tout rentre dans l'ordre à 10 km de l'arrivée. Dès lors, ça va très vite. Vyacheslav Ekimov, 25 ans, champion du monde de poursuite, s'échappe dans les derniers kilomètres. Il offre à Panasonic sa première victoire d'étape, une équipe qui pourrait recevoir le renfort de Laurent Fignon. Abdou Chaparov remporte le sprint du peloton et confirme l'éclosion d'un cyclisme soviétique déjà à la fête hier. Alain Prost est prêt à quitter Ferrari si les responsables de la Scuderia le lui demandent. C'est ce qu'il a expliqué cet après-midi à Hockenheim en Allemagne. Il l'a expliqué aux journalistes italiens. Sur la piste aujourd'hui, le moteur Renault s'est encore révélé le plus rapide lors de la première séance d'essai du Grand Prix d'Allemagne. C'est Nigel Mansell sur Williams Renault qui a réussi le meilleur temps devant Gerhard Berger. Senna est 4e et Prost 6e. Il y a un peu plus d'un siècle, le premier grand magasin à Paris affole toutes les femmes. Tissus éblouissants et atmosphère révolutionnaire au bonheur des dames. De quel établissement s'était inspiré Émile Zola pour écrire son œuvre? Jusqu'à ce jour, on se doutait bien qu'il s'agissait du Bon Marché. Aujourd'hui, on en a la preuve grâce à la découverte d'un document rarissime. L'enquête menée par Clément Velrénal et Sabine Grandjean. Au bonheur des dames. Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir, un éboulement de marchandises à bon marché. Le bonheur des dames d'Émile Zola était-il le bon marché de la rue de Sèvres? On s'en doutait, mais l'incertitude subsistait. Si la description architecturale du bâtiment, dès la première page du roman, correspondait bien au premier des grands magasins fondés par Aristide Boucicaut, sa localisation géographique sur la rive droite, rue de la Michaudière, intriguait les historiens et les biographes de Zola. Plus d'un siècle après, cet extraordinaire document retrouvé dans le grenier du Bon Marché met fin à la polémique. C'est le lundi 27 mars 1882, très précisément, que Zola se rend au Bon Marché pour y puiser son inspiration, ainsi que le rapporte Karcher, l'administrateur du magasin, à sa patronne Marguerite Boucicaut. Monsieur Émile Zola est venu chez nous car il veut écrire un roman, écrit Karcher. L'administrateur, soucieux déjà de sa publicité précise même, j'espère que ça ne sera pas dans le style de l'Assommoir. C'était bien le Bon Marché, et pas seulement à travers cette description architecturale qui apparaît page 2, c'est aussi le cas de la description minutieuse qu'il fait de l'organisation sociale, et puis surtout, l'essentiel, il décrit parfaitement la philosophie commerciale du Bon Marché et d'Aristide Boucicaut. Aujourd'hui, la philosophie reste la même, mais le Bon Marché, un peu sommeillant ces dernières années, a fait peau neuve. Le magasin de la rue de Sèvres entend retrouver ce souffle de modernité qui fit la fortune des Boucicaut. Futur Zola à vos plumes et rendez-vous dans un siècle. Elle s'est donnée en spectacle durant 5 jours à Paris, toujours plus flamboyante. La haute couture, celle que l'on dit moribonde, tous les ans va très bien. Revue des collections automne-hiver 92 avec Sabine Gorny et Guy Nevers. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. Premier signe de réconciliation avec l'épouse de l'ambassadeur du Japon, Edith Cresson a surtout parlé chiffon, détenue qu'elle aime du classique Mon Chic. Madame Cresson n'aime pas les robes. C'est une femme à tailleur et aujourd'hui, qui n'est pas une femme à tailleur? Autre femme tailleur, Elisabeth Guigou, au premier rang chez Chanel, pensive devant ses ballerines coquines en jupe de tulle et mousseline, légère et courte vêtue, elles allaient à grands pas, juste une pointe de vulgarité, non? Assez érotique, comme ça, un côté, assez hard, non? Une parka matelassée en tulle de 20 épaisseurs, elle pèse pas 500 grammes. C'est plus chaud que la fourrure. Toute de tulle vêtue, une vraie danseuse étoile cette fois, Karine Averti.
la mariée sur pointe de chez Carven, un hymne à la beauté et à la légèreté. Légères, les robes de métal de Paco Rabanne, pour les côtes de mailles, comptaient tout de même 1 à 5 kilos sur le dos, mais c'est le style Paco. Je trouve que c'est un moment extraordinaire où une femme scintille, devient une vénusienne. Luxe suprême chez Lanvin, le survêtement de vison rasé pour jogger chic dans les beaux quartiers. Enfin, l'audace de Saint-Laurent, des guêpières de dentelle noire, belles, à dernier incin. Alors, comme pour s'excuser, le maître, en guise de marié, s'offre une madone à la robe brodée. C'est sûr, il est pardonné. Dans quelques instants, les prévisions météo complètes de Florence Klein. Votre prochain rendez-vous avec l'information, 22h35, soir 3, présenté par Richard Tripot. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de ce week-end. Très belle soirée à tous, au revoir.